Asulilo falsa antinges lucieur, suene palaosia ave 7 siè susa 50 pages lial, 131 uren, 1911 Tijuana joie des 013, 0, 11 M13 21 01 AUTGRTSIOA à la joie à Azitum Tpax Lambodmo Ambis Nourri la Asao uni point d'interrogation science ali apotpm, 9 SAPDRS Kias Livn Sasset. L'UAPAU Segaras ni soit SAS 98 acetal GMOS Népal AET aceta 7, C, 8061 L06 Z06 506 Sirno 9 ZS Lril, L4ZR L4 litre 4U, 1, il resta que 2 mois et fut mis en congé en raison d'un différend qui l'oppose à Occident. Il accusait ce dernier, à juste titre, de connivence avec le régent aux dépenses de la population, mais la justesse de ces accusations ne fut reconnue que plus tard. Cette amère expérience, il tira un roman autobiographique, Max Havelaar, qui Fiat, un musée portant son nom fut institué en 1910 à la bibliothèque de l'université Amsterdam. Jean de Chelondre, 1585-1635, écrivit sous le pseudonyme de Daniel Danchet et sous des enchères. Militaire de carrière, il mourut vers l'âge de 50 ans désuète de blessures. Il fut le représentant de la tragédie française avant Corneille. Sa tragédie Tyr et Sidon, 1608, refondue en 1628, lui vaut de ne pas être totalement oublié. Le Matiril Chili, Muse, Ional de peinture à la Haïlè depuis 1822, est le second plus important musée après le Hertix-Liultichtin d'Amsterdam. La moitié uniquement de ses collections est opposée. Accord au pluriel, comme en anglais, un voir Cheveningue, morte saison clan les poésies de A.O. Barnabot, dans le clair petit bar aux meubles bien cirés, nous avons longuement bu des boissons anglaises. C'était intime et chaud sous les rideaux tirés. Dehors le vent de mer faisait trembler les chaises 4 litres. Il doit s'agir de l'Homère de Rembrandt. Le mot allemand panopticum désigne un musée de cire. Le second établissement que Larbaud et Marcel révisiteront se présente bien comme tel, mais ici nous avons l'impression d'un spectacle animé. S'agissant d'un nom allemand, Larbaud lui conserve ici sa majuscule. Nous ne nous attarderons pas sur l'attrait que présente pour le germaniste qu'est Marcel Ray le grand poète romantique allemand Heinrich Heine, 1797-1856, créateur de la Loreley, mais nous dirons quelques mots de Friedrich Martin von Bodenstedt. 1819, 1892, beaucoup plus méconnu. Doué pour les langues, il fit en Russie un séjour de 2 ans pendant lequel il voyagea et apprit le tartare, le géorgien et l'arménien. Il fut plus tard nommé professeur de langue slave à l'université de Munich. Dans son œuvre, vaste et diverse, on s'intéresse plus spécialement aux études sur le monde slave et à ses traductions de Lermontov, Pouchkine et Tourguenieff. Dans une lettre du 31 août 1901, Marcel Ray écrivait à Larbaud, « Je relis du Fromentin. Je l'aime beaucoup, et vous ? Il y a dans les maîtres d'autrefois des paysages hollandais à la pointe sèche-qui-valent du Flaubert, sans être du Flaubert publié en 1876. Cet ouvrage est un recueil d'impressions et de jugements sur la peinture flamande et hollandaise. Écrit à l'occasion d'un voyage en Belgique et en Hollande, il semble bien que Larbaud et Ray aient suivi les pas d'Eugène Fromentin dans leur voyage. Larbaud consacra à Élémir Bourges, 1852-1925, une chronique dans le journal argentin La Nación, dans le numéro du 11 décembre 1923. Cette chronique, traduite en français par Marcel Auclair, avait été publiée dans la Revue européenne, le 1 mars 1925. Nous pouvons maintenant la retrouver dans Du navire d'argent, qui rassemble toutes ces chroniques, traduites de l'espagnol par Martine et Bernard Fougue, et dont l'introduction, l'établissement du texte et les notes ont été faits par Anne Chevalier, Gallimard, 2003, pages 343 à 364. En ce qui concerne l'élection d'Élémir Bourges, voici ce que Larbaud en dit. Pour obliger les journaux à imprimer les noms les plus dignes d'une renommée nationale, ils procédèrent, avec toute la publicité de circonstance, à l'élection d'un prince des poètes et d'un prince des prosateurs. Ils choisirent eux-mêmes les noms des candidats. Le grand public apprit ainsi que l'élite préférait Mallarmé à Edmond Rostand et qu'à la trinité des romanciers consacrés, Bourget, Prévost, Loti, les connaisseurs ajoutaient le nom inconnu jusqu'alors d'Élémir Bourges. Aussi, page 345. Il y a à Haarlem,
où Franz Hals mourut en 1666, un musée consacré au peintre pour qui Eugène Fromentin exprimait sa profonde admiration. Jamais on n'a mieux peint, on ne peindra pas mieux. 54 journaux 1901, 1902, 1907, 1908, Béatrice A. Radon, 1864, 1936, écrivain anglais, est l'auteur de romans sentimentaux. Le titre de celui-ci peut se traduire par un « et choses vont s'arranger ». Le souvenir des tilles de marqueurs saisis inscrits dans les poésies de A.O. Barnabotte. Elle a quelques années, je fus à 11 relx de vous toutes, compagnie et même aurait été amoureux des ouquetiers et remènes des jeunes filles de pile de marquant, qu'on va voir dès en ce temps-là mais fin. 1 euro, V à Stockholm, 1,75. C'est le principal musée d'Amsterdam, le musée qui renferme la plus riche collection d'art néerlandais au monde. Il possède, notamment, des œuvres marquantes de Rembrandt, Van Dyck, Gérard Doux, Jean Van Goyen, Frans Hals, Van Ostade, Ruysdael, Vermeer, célèbre tableau de Rembrandt, auquel Fromentin a consacré un certain nombre de piges dans son maître d'autrefois, son plus grand portrait collectif, exécuté sur commande en 1642. Son titre exact est la compagnie du capitaine Frans Banning-Grilk portrait coq. Le titre Ronde de nuit lui fut attribué au siècle. Il se démarque de la tradition en donnant du groupe imporé en action et en y ajoutant des détails insolites. IG% et porte un fort éclairage sur le premier plan, qui nous permet de comprendre l'impression que ressent l'Arbo. Le nom de ce peintre est généralement écrit Berghem. Le Hollandais Nicolaas Berghem, 1620-1683, est en effet un peintre de la nature qui campe de souriantes idylles où bergers et troupeaux, laitières et paysannes évoluent dans une atmosphère ensoleillée. Dans une lettre du 18 octobre, à sa tante, l'Arbo donne une description de Hambourg avec d'un côté un très grand port marchand, sur l'Elbe et l'autre partie de la ville plus intéressante encore, car elle a, en son beau milieu, deux vastes lacs séparés par un pont énorme. L'un, l'Alsté intérieur, est entouré de boulevards très actifs, et c'était sur ces quais que notre hôtel était situé. L'autre lac, l'Alsté extérieur, est plus grand que le premier, est tout bordé de beaux jardins et de villas peintées de couleurs gaies. Cité dans l'Erne, page 87. Otto Julius Bierbaum, 1865-1910, fonda la revue Diencel, d'où sortit plus tard une grande maison d'édition. Il s'occupa de théâtre et écrivit des comédies et des livrets mais se rendit surtout célèbre par des petits poèmes satiriques et populaires. Comme Lilien Cron, il fut très populaire à son époque. Il réunit dans le labyrinthe d'amour des chansons légères, sentimentales et humoristiques. Le 12 octobre, l'Arbo écrivait à sa mère, à l'heure qu'il est, 10 heures du matin, nous attendons encore la lettre et l'argent égaré à Hombourg-les-Bains. Près Mayence. La ville de Béadé-Hombourg se trouve plus près de Francfort, au nord de laquelle elle se situe, que de Mayence. Il s'agit d'une édition allemande. L'Arbo aura toujours plaisir à acheter des Tauchnitz, comme on le constatera tout au long du journal. Laurent Tellade, 1854-1919, Parnassien lié à sa main, Verlaine et Moréas, proclama ses sympathies anarchistes en 1893, à l'occasion de l'attentat anarchiste de Vaillant, qui plongea Paris dans l'horreur. Quelques mois plus tard, il fut lui-même grièvement blessé lorsqu'une bombe anarchiste fut lancée dans un restaurant parisien où il se trouvait. Il se lança ensuite dans toutes les querelles littéraires et politiques, affichant un anticléricalisme et un anarchisme virulent. On ne peut donc s'étonner de la nouvelle annoncée ici. En revanche, celle qui a trait à Henrik Ibsen est un peu prématurée puisque le dramaturge mourra, à Christiania, le 23 mai 1906. Pour Zola, c'est la fin de l'affaire Dreyfus. Une amnistie, contre laquelle Zola s'éleva car il réclamait la réhabilitation pure et simple du capitaine Dreyfus, fut votée le 24 décembre 1900. En 1901, Zola écrivit, sur l'affaire Dreyfus, La vérité en marche, qui justifie peut-être la remarque de l'Arbo. Beaucoup de mairies, dans les villes allemandes, ont installé dans leur sous-sol un genre de café-restaurant, qu'on appelle Rathauskeller ou Ratswinkeller, où l'on sert de la boisson et des repas de bonne qualité. À Kiel, mairie et théâtre se côtoient à Note-des-Ambus à Capsarum Reliquia 55 et l'on comprend que les deux amis se soient réfugiés dans cet établissement après leur échec pour obtenir des places de théâtre. Il s'agit probablement
car les autres soirées sont consacrées à l'opéra Mozart et Verdi, de l'opéra de Wagner Der Fliege Viol et Indé, connu en français sous le titre Le Vaisseau Fantôme, 1843, et dans le Liget. La légende d'un capitaine condamné à errer sur les mers clant son bateau fantôme, fut transcrit par Heine dans une ballade dont Richard Wagner s'inspira. La lettre à sa tante du 18-0, octobre 1901, citée plus haut, nous apporte les précisions suivantes. Nous habitons en Éléanie, Weinbergerstrasse, Berlin-Ouest, quartier du I, Udintologique, le plus éistis. L'alignement calme de la capitale germanique, à l'entresol, une chambre à 2 lits donnant sur une cour et prenant pension des repas la 1 pied 01, 11, st, tir-clic même, Frocuritis et études sur Walt Whitman ne parit pas dans 111 plumes. Larbaud s'en expliquera dans un article qu'il publiera à la Phalange, 4 années, numéro 34, 20 avril 1909, l'article que je destinais à la plume, et que son directeur a longtemps attendu, fut retardé de mois en mois par des circonstances indépendantes de ma volonté, jusqu'à la disparition de la plume et ne fut jamais achevé. La correspondance de Marcel Ray nous permet de savoir que ces miss se nomment Maschke. Voici ce qu'il en dit dans une lettre du 13 novembre 1901, après que Larbaud l'a laissé à Berlin. J'ai appris hier soir, avec une stupeur que vous partagerez, que les Maschke sont d'origine polonaise. Quand je vous disais que ce n'étaient pas des gens sérieux, a-t-on idée de ça? Des Polonais allemands qui vivent en Californie, à part ça, ce sont d'assez aimables gens. Ils sont tous, elles sont pleines d'attention pour moi, et m'invitent, le soir à croquer des raisins secs en compagnie d'un tas d'invraisemblables parents qui les viennent visiter. Max Moderne, violoniste, logeait lui aussi à la pension Kurzi. Ce Mrs doit être un lapsus, car il ne peut s'agir que de Miss Frost. Cocktail dont le nom traduit, brise-jambe, ne souligne pas le caractère inoffensif. Il se compose d'un alcool fort associé à une liqueur dont il est séparé par un jaune d'œuf. Son inventeur était surnommé Knickebin parce qu'il marchait en fléchissant les genoux. Avant ou après avoir pris sa boisson, Thomas Macaulay, 1800-1859, était le 9e enfant du philanthrope anti-esclavagiste Zachary Macaulay. Après une carrière en Inde, il revint en Angleterre, où il fit une carrière politique. Il se fit connaître en 1842 par ses chants héroïques de la Rome antique, que Larbaud n'apprécie guère, mais son œuvre maîtresse est l'Histoire d'Angleterre depuis l'avènement de Jacques II, dont le dernier volume fut publié après sa mort. Edward Fitzgerald, 1809-1883, orientaliste anglais, a traduit du persan les Rubeva d'Omar Khayyam transposé en anglais. Ce livre, paru en 1859, devint célèbre après la découverte qu'en firent Swinburne et Rossetti, et demeure l'un des livres les plus lus dans les pays anglo-saxons. Ce sont des quatrains en langue persane attribués à Khayyam, mathématicien et astronome des 5e et 6e siècles de l'Hégire, vers 1050, 1123 après Jésus-Christ. Une édition de Sadegh et Deya, traduit par F. Farzan et Jean Malaplate, a été publiée en 1993 aux éditions Corti. Le théâtre tient une grande part dans l'œuvre, et la renommée du poète belge de langue française Maurice Maeterlinck, 1862-1949, qui sera le plus grand représentant du symbolisme au théâtre. En 1902, il fera jouer Mona Vanna, pièce sur laquelle Marcel Ray demandera son opinion à son ami en précisant qu'on en dit du bien. En 1911, il se verra décerner le prix Nobel. Avant-dernier vers de Alla Luna, poème du poète italien Giacomo Leopardi, 1798-1837, à qui Larbaud voue une grande admiration. Il rimembrar del passat cause encore triste, Schlafano du riz. Dans les lignes qu'il consacre à Leopardi, dans sa lettre d'Italie, bien des années plus tard, puisque ce texte, dédié à la princesse de Bassiano, paraîtra en 1924, dans le numéro EI de Commerce, revue de la princesse. Larbaud cite à nouveau ce vers, c'est la découverte du souvenir, il rimembrar del passat cause, la reconquête voulue et consciente du passé, LP, page 815, 56 journaux 1901, 1902, 1907, 1908, allusion au roman de Samuel Johnson, Histoire de Rasla, prince d'Abyssinie, paru en 1759.
On retrouve cette même exclamation dans une lettre que Larbaud envoie de Paris à son ami Marcel Ray le 14 février 1902. Oh, Berlin, Berlin, du Wunderschönstadt. Oh, Berlin, Berlin, ville merveilleuse. Le journal de Marie Bashkirtseff, 1860-1884, est une œuvre connue. Née en Russie, elle émigra en France dès 1871 avec sa famille. Sa vie fut écourtée par la tuberculose. Elle réalisa cependant une œuvre de peintre, principalement de portraitiste, et le journal qu'elle laissa témoigne de son esprit précoce et de sa vive intelligence. Francis Bret Harte, 1838-1902, est un écrivain des États-Unis qui vécut en Californie, comme les demoiselles Maschke, où il exerça divers métiers, dont celui de journaliste. Il est l'auteur de nouvelles, dont les plus célèbres furent réunies dans les récits des Argonautes, 1870. Il quitta les États-Unis et mourut en Angleterre en 1902. Marcel Ray en annonce la nouvelle à son ami, dans une lettre de Munich en mai 1902. Ambusta capsarum reliquiae simple note de voyage ici. Elles laisseront des empreintes dans d'autres textes et 12 villes ou paysages, page que Larbaud donna en 1926 à la revue de Jean Royer le manuscrit autographe, Yanné, numéro 3, mai-juin 1926, et qui seront reprises plus tard dans le recueil jaune-bleu-blanc, LP, page 846 à 849, également dans Le cœur de l'Angleterre, ouvrage posthume, voire plus bas, et des traces ici ou là, au détour d'une des enfantines, de Tancalando, ou du vaisseau de Thésée. Pour Ilfracombe, seul le nom est repris dans 12 villes au paysage, il est ainsi précisé, Ilfracombe, devant Septentrional, LP, page 848. On retrouve beaucoup de ces lignes dans 12 villes au paysage. Qu'on en juge, Pignola, Basilicate, les longs et larges lacets blancs des routes, avec des tournants pareils à des bastions, montent vers le navire peint en blanc, avec ses blots et ses sabords, échoués sur la colline aride et isolée. Pignola est situé, comme Potenza, Ferrandina, Brindisi di Basilicata, au-dessus de vallées qui ressemblent au fond d'une mer disparue où se traînent de faibles cours d'eau, où stagne l'eau sombre et morte du lac Noir. Pignola domine une vallée humide et noire. Hameau par sa population, ses ruelles dures et sales, c'est une ville par la hauteur de ses traités maisons et sa place. Piazza Orazio Flacco, LP, page 847. Orazio Flacco est, italianisé, le nom de Curati Flaccu, c'est-à-dire le poète latin Horace qui relate dans la Satyrie son voyage à Brinde, en compagnie de Mécène et de Virgile V. Chester fait penser à un ouvrage en bois sculpté, finement travaillé, agréablement culotté. À Chester, on dirait qu'on se promène, qu'on vit sur une étagère. LP, page 846-6. Shrewsbury est rose pâle et d'un blanc mat. On dirait qu'elle se garde dans ses tons faibles et doux pour ne pas être trop visible dans le paysage délicat, aux couleurs tendres, de la Severne et de sa vallée. LP, page 846. Où elle se tient sagement et dignement à côté de la grande pelouse étendue comme un tapis devant sa cathédrale. Voûtes fleuries, rues étroites, maisons basses. C'est encore le Somerset de Fielding, le paysage net et pur, avec son ciel d'Atlantique, toujours en mouvement, étroitement reflété dans l'eau paisible des Lorines. La blancheur, la clarté, de veilleuse, de la cathédrale, va bien avec la longue, large et douce plaine étendue entre les pentes bleues des Mandis, de SSS des Cantocs, la cathédrale toute seule au fond de la vallée. Au milieu de ces gazons jardins, des ruines couvertes de roses, LP, page 847 d'Antilly-Wimée, un des textes du cœur de l'Angleterre, retrouvé et édité par Frida Westman, Le cœur de l'Angleterre, suivi de Louis Lozada, textes établis, présenté et annoté par Frida Westman, Gallimard, 1971. Nous retrouvons cette description, un peu modifiée. Dans un mois on commencera les moissons, et j'assisterai, ailleurs, aux fêtes de la moisson, aux services religieux où les enfants apportent note d'un niva capsarum reliquia il 57 des épis prandal paliban cette vie sous une lampe drossée sur le communal, au bordeaux limpide, uni un 4, et à Tix de l'Ouesta, Oc, banco où le N-bœuf pressé se sert en tonneau, et où elle bière, Yulon Nitel, Léo, la gorge des convives. Le squire et Salomo sont assis, à Arel, au d'huile de la table.
malgré leur pression, on rit sans retard d'un thé en eau, Thio Paludi, ou un du vicaire, mais on applaudit. C'est la joyeuse 1110.1, 11e kilovie pour quelques heures zen, page 37, Cutin à bof, un ségan IGC humain, dans un trou de verdure, dans la solitude de la rive boisée, avec ses reflets, ses fenêtres que traverse le vol des oiseaux, p. 847-1903. Le manuscrit SE7, Venise-Trieste, se présente sous le même format que le manuscrit SE8, 22 x 34 cm, et regroupe, à la Refusa, des documents, manuscrits ou imprimés, d'époques diverses, notamment un livret de distribution des prix de 1889. Les pages qui nous intéressent sont foliotées de 14 à 18, mais leur suite, dans le manuscrit, ne respecte pas l'ordre chronologique du texte. Nous reprenons ici la version de G. Jean Aubry, relevée sur un manuscrit en 2 états, brouillon et copie, relié dans un album portant au dos l'indication V. Larbaud, manuscrit Vigny, Bibliothèque de Valbois, Valérie Larbaud, sa vie, son œuvre, aussi, page 86. Nous ferons suivre ces pages des lignes intitulées l'Adriatique, qui figurent sous la rubrique Charette-Romain dans le manuscrit SE8. Elles leur sont en effet postérieures puisque Larbaud précise, à la fin du journal Venise-Trieste, qu'il a pris des billets au Lloyd pour Cataro, le bateau partant le lendemain matin. Ces pages relèvent sans conteste du genre diariste, elles offrent une datation régulière. Elles relatent. Se présente sous le même format que le manuscrit SE8, 22 x 34 cm, et regroupe, à la Refusa, des documents, manuscrits ou imprimés, d'époques diverses, notamment un livret de distribution des prix de 1889. Les pages qui nous intéressent sont foliotées de 14 à 18, mais leur suite, dans le manuscrit, ne respecte pas l'ordre chronologique du texte. Nous reprenons ici la version de G. Jean Aubry, relevée sur un manuscrit en 2 états, brouillon et copie, relié dans un album portant au dos l'indication V. Larbaud, manuscrit Vigny, Bibliothèque de Valbois, Valérie Larbaud, sa vie, son œuvre, aussi, page 86. Nous ferons suivre ces pages des lignes intitulées l'Adriatique, qui figurent sous la rubrique Charette-Romain dans le manuscrit SE8. Elles leur sont en effet postérieures puisque Larbaud précise, à la fin du journal Venise-Trieste, qu'il a pris des billets au Lloyd pour Cataro, le bateau partant le lendemain matin. Ces pages relèvent sans conteste du genre diariste, elles offrent une datation régulière. Elles relatent le voyage de l'une à l'autre ville et le séjour que Larbaud fit à Trieste avec une compagne, dont la présence est à peine marquée, qui a fourni de nombreux traits à l'Isabelle de mon plus secret conseil. Elles ont fait l'objet de 3 publications, la première par G. Jean Aubry dans Valérie Larbaud, sa vie et son œuvre, la jeunesse, 1881-1920, aussi, pages 78 à 86, la deuxième par Bernard Delvaille dans son essai sur Valérie Larbaud, Segers, 1963, Col. Poète d'aujourd'hui, sous le titre Page de journal, pages 157 à 169, la troisième enfin par Patrick Moriès dans Page arrachée à un journal de route, Venise-Trieste-Marseille, Le Promeneur, 1990. Patrick Moriès a repris, pour les pages de 1903, le titre donné par Bernard Delvaille, Page de journal, et le texte s'étend de la page 9 à la page 25. Venise, 10 heures du soir, samedi, à bord de la Vénus, Lloyd autrichien. On est déjà vraiment en Autriche. Le matelot qui m'a conduit à ma cabine m'a demandé, Erste Classe, sur la table du salon où j'écris, j'ai des journaux allemands tout autour de moi, des vues du Tyrol, des visages d'actrices du Trianon, théâtre de Berlin. Mon regard, promené au hasard, tombe sur un poème, Blau et Forêt-Lambache. La Vénus sous pression tremble toute, on sera demain matin à 7 heures à Trieste. La promenade dans les petits coins du navire est toujours amusante, c'est très propre et très brillant, tout lui, à l'intérieur, le vernis blanc des cabines, les bois et les glaces des salons, les branches métalliques des lampes, des avis affichés font penser, rédigés en grec, en serbe, en allemand, en italien, à toute l'activité maritime de l'Adriatique. C'est l'Orient et l'Occident mêlés, et si l'on se sent en pays allemand au fond de ce steamer, on n'a qu'à remonter sur le pont pour retrouver, tout près, l'Italie. Des gondoles les approchent, chargées de passagers et de bagages,
les faisceaux des becs électriques au quai des Esclavons, allongeant des reflets blancs sur la lagune pareil à du papier glacé noir, éclairent assez distinctement le jardin royal, le palais rose des Doges, la façade rouge du Danili, et, en face, la Piazzetta. L'embarquement se fait sans bruit, les gondoles viennent frôler le flanc du navire tourné vers la ville, et les porteurs montent, sans cri, les grosses malles, le long du petit escalier qui pend sur l'eau. De Venise, toujours silencieuse, aucune rumeur ne vient, et les flots sont trop faibles et trop lents pour clapoter. Pleine de chanteurs, une gondole s'arrête au bas de l'escalier volant. La légère musique italienne, les cordes pincées d'une mandoline, deux voix d'homme et une voix de femme se mettent à courir de ce brave petit pas alerte et tremblant que 62 Journal 190.3 l'on connaît si bien. Ils chantent les chansons entendues partout, et dont beaucoup de voyageurs étrangers fredonnent les refrains, en écoutant, debout, sur le pont, ils chantent, naturellement, Santa Lucia, Addio, Mia Bella Napoli, Margherilla. Mais c'est l'Italie qui nous salue ainsi à notre départ, avec sa musique toute spirituelle, dont on ne sait pas au juste si c'est de la joie contenue ou des larmes et prête à couler. Minuit sonne à Saint-Marc, c'est le seul bruit que Venise nous envoie. Les habituels préparatifs de la mise en marche s'accomplissent sans trop de grincement. Un petit torpilleur, avec 3 lanternes aux couleurs italiennes, s'est placé derrière la Vénus et, au départ, il nous escorte rasant le bord extrême d'écume blanche que fait l'hélice en mouvement. En mer, 1h du matin je monte sur le pont désert. Les vers de la forga que la nuit est lointainement pleine de silencieuses affinités éclairaient, viennent naturellement à l'esprit, la pleine lune, dans le ciel pur, confond la mer et le ciel en une même teinte grise, transparente et délicate. On ne voit plus rien de la côte, qu'un phare lointain, sur la gauche, le petit torpilleur avec ses lumières vertes, blanches et rouges, ne nous suit plus. Le navire est tout seul dans la vaste clarté lunaire. Trieste. Dimanche me voici donc l'ennemi juré du sentiment ruskinien. J'allais déjà chercher des impressions de poétique mélancolie au palais de Cristal 3, près de Londres, et maintenant je vais dire franchement que Trieste me plaît, plus que Venise. On ne soupçonnera point les boutiques sans doute mieux fournies d'y être pour quelque chose, je n'en ai vu que les volets, et ce dimanche, presque aussi sévère que les dimanches allemands, enlève à la ville tout le charme moderne d'affairement qu'elle pourrait avoir. Trieste, tout entière est fermée, mais du bateau, ce matin en arrivant, j'ai vu, dans un magnifique soleil rouge, des collines vertes, mouchotées de villages, des montagnes aux contours non sans grâce, et, au pied, posés sur le rivage plat, de hauts palais rangés en bon ordre, de grands cubes de maisons peintes en brun clair, des places larges plantées d'arbres, enfin tout un ensemble où l'on pressentait le confort et la vie commode des grandes villes, le luxe de l'hôtel où je m'installe, et quelques courses qui m'ont fait connaître le Cacal m'installe, la place du Pont Rouge, la place Saint-Jean, la Via Stadion, et, plus loin encore, la longue Via Giulia, n'ont pu que fortifier cette première impression. Voici la modernité, les rues claires, les hautes maisons, mais, pour aujourd'hui, tout est suspendu, du monde endimanché circule sans hâte, en soulevant une poussière paresseuse, sous le soleil trop chaud. Il faut aller loin pour trouver un bureau de tabac qui soit resté ouvert, et il passe tant de promeneurs dans toutes les voies que je ne puis découvrir quelle est, en temps ordinaire, la plus fréquentée, le cœur même de Trieste. Lundi si j'avais, en quittant Venise, à bord de la Vénus, la bonne volonté de me croire en Autriche, 1 heure, je suis bien forcé de voir, au contraire, que Trieste est une ville italienne. On n'entend parler que l'italien, les noms, les los réclament des marchands, les inscriptions des gamins sur les mies tout en italien. Des Autrichiens, portant jusqu'ici les dépenses et l'aile, talions viennoises ne semblent que des touristes, plus et encore, plus étrangers que nous-mêmes qui sommes des latins. À vrai dire, toutes les affiches et tous les règlements exposés en public sont écrits dans les 2 langues, italien et allemand accolés. Les débits des produits monopolisés par l'État s'ornent d'atroces et longues plaques jaunes maculées d'un hideux aigle noir, et les petits soldats, des Italiens pourtant, eux aussi, promènent sous cet éclatant soleil des uniformes d'un bleu aigre et aigu à faire suer les yeux. Oui, mais, de même que l'Asie mineure, la Macédoine et les rivages de la mer Noire sont grecs, l'Istrie, je ne sais encore,
Peut-être toutes les côtes de l'Adriatique sont italiennes et l'ont toujours été. La possession allemande n'est que nominale, les barbares ont débordé les frontières de l'Empire, et, d'un commun accord, on a décidé que, pour un temps, ils camperaient là 4. J'ai découvert le centre de la ville, c'est le Corso. Naturellement, il joint la Piazza Grande à la Piazza della Legna. La Piazza Grande est bordée de palais, carrés avec une sorte de square, le quai au-delà est la mer. La Piazza della Legna est triangulaire, triste et comme écrasée. De la première à la seconde de ces places, le Corso décrit une faible courbe et monte un peu. Il est large, mais sans exagération, du moins pour une ville de 150 000 habitants, il n'y a que des boutiques. Le soir surtout, l'animation y est grande, et, de 6 à 8 heures, c'est peut-être la rue du monde la mieux éclairée, grâce à une sorte d'électricité probablement impure, puisqu'elle donne des rayons jaunâtres et roses, mais si intenses, et avec une telle profusion que la vue en est blessée, et qu'on est vaguement inquiet. Assurément le Strand est moins brillant, qu'il est pourtant beaucoup plus que les boulevards. En redescendant de la Piazza della Legna, c'est dans les rues à droite qu'il faut aller, jusqu'au quai, pour retrouver le grand mouvement des affaires. Le reste de la ville sent un peu la province, et le jardin public, à gauche au bout de la Via Stadion, quoique fort beau, devient, par sa situation, quelque chose de misérable, indigne de Trieste. Quelle poussière et quel vent! C'est la grande incommodité de presque tous les ports, et de Trieste en particulier. On rentre avec des vêtements tout gris, et les yeux rouges et douloureux. 64 Journal 1903. Où fuir? Des tramways mènent à Barcola sur le chemin de Miramar, à Opsina, dans l'intérieur. Mais plus près, au sud de la ville, passé le Poil et les Arsenaux, le passe Giodi et Sandrea longe les collines tout en jardin de Chierola. C'est à la fois un quartier élégant, et la pleine campagne un quartier romain même. Les villas éparses dans d'immenses parcs, un patio en plus petit, et une via Aldeicoli en plus grand, c'est-à-dire que même en ceci l'Italie se sent. Malheureusement, la vue paisible de la mer est cachée par des industries, à droite de la belle route, et le maudit vent gâte bientôt votre promenade. J'ai rencontré dans l'hôtel le prince Monsieur Monténégrin, père-oncle d'un prince du même nom, mon camarade de collège à Paris. C'est un vieil homme simple en tout, mais chez qui l'on sent un grand effet d'éducation. Nous avons longuement causé, en français, qu'il parle sans aucun accent. Il a longtemps vécu à Paris, et se distrait de cet igno en venant séjourner ici. Trieste me plaît, m'a-t-il dit, c'est une belle ville cosmopolite. Avez-vous remarqué à quel point elle est cosmopolite? C'est vraiment Trieste, et non Venise, la capitale de l'Adriatique. Le soir au théâtre La Fenice, qui est pour le moment un CIRQ, nous retrouvons des amis, artistes, des écuyers italiens, toute la famille. Nous avons d'abord reconnu la femme, vêtue de la livrée rouge ordinaire. Elle figurait, avec les autres artistes en dehors de leurs exercices, à l'entrée de la piste. C'est encore une chose d'Italie, il n'y a guère en effet qu'en Italie où l'usage soit que les femmes fassent la barrière. Tout le dialogue des clowns est italien, et les applaudissements du public aussi. Mardi ce matin, seul, et avec des dispositions à la joie, j'ai parcouru Trieste. Des gens se rendaient avec douceur à leur traverse-vaille, le port, plein de vaisseaux, s'animait, tout le long des quais, sur les différents môles, on chargeait et déchargeait des marchandises, et de lourdes voitures en sortaient, portant en ville des colis et des caisses. Les petits vapeurs blancs qui font les services des ports sur toute la côte débarquaient des paysans venant approvisionner les marchés, à l'extrémité nord de la rade. La gare faisait entendre sa vie active. Le plus grand port autrichien. En effet, il fait bien à lui seul toute la puissance maritime du vaste empire, et l'Autriche y est bien seule. On ne voit partout que le pavillon austro-hongrois, mi-parti à bandes horizontales rouges et blanches, et mi-parti rouge, blanc et vert, avec l'écusson de Hongrie. Ce double drapeau, de là, se répand dans tout l'Orient, et il n'est point de port, depuis Athènes jusqu'à Odessa, où on ne le rencontre. Presque inconnu en Occident et dans le nord de l'Europe, je crois bien qu'après les pavillons grecs et russes, il est le plus commun dans le Levant méditerranéen. Et, rentrant au cœur de la ville, il m'apparaît tout à coup que Trieste a devant elle un avenir prodigieux. Son Venise-Trieste 65 maximum de puissance est loin encore d'être atteint, de beaucoup de choses encore Vienne et Milan la fournissent,
Il viendra un jour où elle n'aura plus besoin de s'adresser à Milan et où elle approvisionnera Vienne. Sans Cloud, elle est située au fond d'une mer qui n'est qu'une division, qu'un allongement de la Méditerranée. Les terres qui entourent cette mer sont improductives, en général, et presque entièrement en dehors du grand mouvement industriel de l'Europe. Mais, d'autre part, l'Adriatique pénètre profondément au centre du continent, offre une route facile et libre vers l'Orient, et, par son manque de ports commodes, laisse Trieste sans rival. L'Autriche et la Hongrie seuls étaient assez riches pour assumer tout le commerce de l'Adriatique. La compagnie du Lloyd a fait quelque chose des deux grandes nations, sur la mer, et, soutenue par la puissance de l'argent, elle finira par accaparer tous les de la Méditerranée, grâce, justement, à la position de Trieste en pleine Europe centrale. En regardant autour de moi, je vois, comme dans ces grandes cités en développement si rapide, Barcelone, devenue le plus grand entrepôt de l'Espagne, Marseille passée au rang de seconde ville de France. Les traces de l'argent gagné en masse et gâché aussitôt en luxe stupide, dans l'idée fixe de faire grand. Comme Barcelone, comme Marseille, Trieste veut posséder tout ce que possèdent les grandes capitales, être capitale. Les parcs privés et publics, les magasins, l'architecture, le vêtement des habitants, tout en témoigne, tout ce qu'il y a de financier, d'armateur, de parvenu, marche au corso et va à ses affaires d'un air d'élégance aussi gourmet, d'une tenue aussi irréprochable que s'il paradait sur les rings de Vienne. Les redingotes et les chapeaux de forme abondent. Le palais des postes est ridiculement colossal, la bourse, à l'extrémité basse du corso, rivalise avec la poste, les cafés se donnent de grands airs, et les magasins du corso mettent à l'étalage des choses coûteuses. Les théâtres sont nombreux, il y a beaucoup d'équipages, dont quelques-uns fort beaux, l'hôtel où nous sommes vaut les meilleurs de Paris. Mais n'oublions point que nous sommes en Italie, la cuisine du restaurant, d'apparence si riche, est souvent négligée, les garçons ont des taches à leurs habits neufs, et la nappe aussi, quelquefois, l'immense café, d'extérieur engageant, ne semble pas très propre et si l'on y pénètre, et beaucoup de beaux objets, dans les boutiques, ne coûtent cher que parce qu'ils viennent de loin. J'ai feuilleté le livre des adresses, rédigé en italien, toutes les industries, tous les arts domestiques y sont largement représentés. Il semble qu'il y ait ici une mauvaise lecture du mot chez Jean Aubry. Le manuscrit, brouillon, que nous avons donne, clairement, domestique, qui semble bien convenir avec l'énumération qui suit, et non dramatique comme Jean Aubry l'avait écrit. Nous avons donc rétabli l'adjectif domestique 66 Journal 1903. Les sociétés d'assurance, les diverses agences sont nombreuses. Il y a des journaux, la plupart italiens, le Piccolo, principalement, est le plus lu, et, m'a-t-on dit, il est le véritable organe de toute l'Adriatie. Enfin, de tout cela, et de la rue ensoleillée où les gens vont plus vite, seule est vue une forte impression de grande puissance en formation, d'activité qui s'élargit. Croyez-vous, me dit le prince M, à qui je confiais mon enthousiasme, croyez-vous que les Italiens aient pu à eux seuls faire Trieste? Vous allez me parler de l'argent autrichien et des efforts des empereurs de Vienne, mais il n'y a pas que cela. Je vous l'ai dit, Trieste est une ville cosmopolite. Cherchez donc l'élément étranger, il existe, et c'est nous qui le fournissons, nous, c'est-à-dire les peuples slaves de la côte orientale de l'Adriatique, dalmatais, bosniens, monténégrins. Les Allemands résidant ici se regardant comme des exilés, tandis qu'on vient à Trieste, de Zara, de Raguse, d'Antivari, comme, en France, on vient de province à Paris pour chercher des places et tenter la fortune. Ajoutez à cela les Albanais de la Turquie occidentale et les Grecs, et vous aurez en un bloc une bonne partie des habitants non italiens de Trieste. Rien n'est, je pense, plus juste, surtout en faisant, dans la nomenclature, une place plus large aux Allemands, catholiques et juifs. En effet, sur 20 noms de négociants pris au hasard, soit au passage, sur les enseignes, soit dans la guidage générale, on voit qu'en moyenne 10 sont italiens, 2 allemands, 2 grecs et 6 slaves. J'ai rencontré, un peu partout, de ces derniers, vêtus de leurs costumes nationaux, de couleurs vives, mais ils sont peu, c'est au visage qu'on les reconnaît malgré leurs vêtements d'Occident. La prédominance italienne reste la chose remarquable, la langue est partout comprise, tout le monde lit le piccolo, les étrangères établies ici ont italianisé leur prénom, un commerçant,
chez qui j'ai acheté aujourd'hui un excellent vin rouge d'Istrie, signé imprime toujours son prénom Giovanni, bien que son nom de famille ait une terminaison en itch qui ne trompe point sur son origine slave. Il est probable, d'autre part, qu'on se ferait comprendre partout en parlant le serbe, l'anglais est inconnu, le français, aussi répandu qu'en Italie. En allant faire visite à mes amis les écuyers du cirque, j'ai eu l'occasion de pénétrer dans un appartement ordinaire, plutôt modeste, de cette ville. En somme, cette architecture, qui fait, extérieurement, une belle impression, est bien pauvre en ressources, et bien peu pratique dans la distribution intérieure. C'est froid, et il fait froid, en hiver. Le grand poêle à l'allemande se garnit et s'allume par une ouverture carrée percée dans le mur, extérieurement à l'appartement, en sorte que l'antichambre s'en trouve, du même coup, chauffée. Mais les résultats de cet arrangement ne sont pas bons. C'est d'un poêle ainsi fait, et dans une telle salle, Venise-Trieste 67 sans doute, que Stendhal gagna la migraine dont il se plaint, dans une note brève datée de Trieste. Nous avons fait des emplettes, S5 à 7 heures, les dames étant en majorité. Tout ce qui, d'Allemagne ou de France, vient ici par l'intermédiaire de Milan, est en général fort cher. Les livres français se vendent 4 et 5 florins, qu'on a pour 3 francs à Paris. Les objets fabriqués sur place et les produits du pays sont, seuls, à plus bas prix, le vin, les conserves, les dentelles, certaines étoffes d'usage domestique. Le vent et la poussière persistent à ennuyer les promeneurs, l'électricité éclaire d'une façon inquiétante, des quais, la mer, étant un peu agitée, se voit très loin. Mercredi le matin, promenade sans but dans la ville. Il y a des pigeons ici, comme à Venise, de cette belle espèce d'Epictionis salvatici, que le dictionnaire traduit en français par mort doré. Ce sont les vieux amis des grandes façades, pleines d'ornements et de sculptures, où ils s'accrochent et se blottissent dans leurs couleurs d'azur et d'or. Ils font pour ainsi dire partie de la noble architecture latine, massive et haute. La Piazza Grande leur offre une air vaste et commode, et leur ombrie tombe, grise et rapide, à chaque pas qu'on fait. Cette place est fort agréable, on y trouve le plaisir de pouvoir regarder, sans être gêné par une trop grande activité citadine, un port parfaitement bleu et doux, avec, derrière soi et de chaque côté, 3 murs de beaux palais neufs, de tons adoucis. Seul un peu d'ombrage manque, le petit square parallèle à la mer, fatigué de soleil et de vent, n'en donne pas assez. Il suffit cependant à couper air de feuillage vers la perspective profonde des flots, et, pour un amant de la couleur, cela n'est pas sans importance. C'est de là que je conseillerais de partir, pour une visite un peu méthodique de la ville. Le Corso est la rue qui s'ouvre au fond de la place, à gauche en tournant le dos à la mer. En le suivant, on passe devant la bourse, sur une place, qui n'est qu'un renflement du Corso. De là, il monte à droite, vers le nord. Mais la montagne se dresse au milieu même de la ville, tout près du Corso, à droite, derrière le Teatro Filodrammatico, la colline rude du Castello crève de sa nudité la masse des maisons. Et, en allant jusqu'au bout de toutes les rues embranchées à la droite de la Via Torrente, immédiatement après la Piazza della Legna, on se heurte indistinctement aux murs que de sens et hauteur dont on admire, du large, les gracieux contours. Dans la partie plate de la ville, la rue des Postes est intéressante, surtout parce qu'elle mène à la Piazza del Pontrosso. Elle est vaste, mais trop de pierres la rendent froide et nue, un marché s'y tient. Son grand charme est d'être limité sur tout le côté nord par le canal Grande, que coupe le Pontrosso, mobile. Ce canal amène la mer jusqu'au centre de la ville, et fait aux grandes barques à voile une rue d'eau parmi les rues de pierres ensoleillées.